va terminer avec un petit passage de l'histoire de l'Assomption, que j'appelle le chapitre général raté de 1921-1926. Alors je préfère terminer là-dessus, parce que au moins on peut dire que ce qu'on fait était très bien. Tout ce que votre maître et novice n'a jamais osé vous apprendre au médecin. Alors, vous savez sans doute que dans sa tradition, l'Assomption était une congrégation centralisée. D'ailleurs, le souhait du père d'Alon. Avec quelques formules qu'on retrouve chez lui, il voulait que la congrégation soit gouvernée par une aristocratie de sciences et de vertus. Ça veut dire un petit nombre, les meilleurs religieux, les plus saints, les plus savants, c'est eux qui devraient diriger la congrégation. Évidemment, le père d'Alon vient des milieux aristocratiques, on comprend cette manière de penser. Mais cela dit, 4 ans avant sa mort, en 1876, il accepte la création de provinces. Donc il y a une première décentralisation, les provinces de Nîmes, les provinces de Paris, les provinces d'Orion. Mais il meurt en 1880 et le père Picard, qui était un vrai chef, dans tous les sens du terme, lui préférait une congrégation centralisée. C'est également le moment des expulsions. Les religieux sont expulsés, doivent quitter la France, c'est un moment trouble. Et bien, dans ce contexte, il faut que l'autorité soit forte, parce que l'urgence n'est pas de discuter sur la démocratie. L'urgence est de survivre. Donc on se regroupe tous derrière le chef. Et une formule qui date de quelques années après, c'est tout à fait cette manière de penser. Je crois qu'on n'oserait plus dire ça, mais en fait, on dit les choses franchement. L'unité d'autorité et de caisse. Donc, on décide, on a l'argent, il faut que ça soit central. Ça, c'était la tradition de l'Assomption. Et il faut aussi dire une méfiance envers la démocratie. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais surtout après les expulsions de 1900, à l'Assomption, il y avait une certaine méfiance envers la démocratie. En disant, ça vient des libertés modernes, c'est pas notre culture. Donc on ne comprend pas pourquoi Rome nous imposerait une démocratie. La démocratie, c'est l'anarchie. Voilà ce qu'on disait à l'Assomption. Et les difficultés vont commencer en 1917. Le père Emmanuel Bailly meurt à Rome pendant la guerre. Et il y avait une coutume à l'Assomption où le supérieur général, quand il sentait ses vieux jours venir et la mort arriver, décidait un vicaire général, qui était un peu son successeur. Et évidemment, le chapitre général élisait supérieur le vicaire général. Sauf que là, Emmanuel Bailly n'a pas désigné de vicaire général. Et donc le père Mogon, qui est en Argentine, à ce moment-là, il est le premier assistant, il reçoit un télégramme, très rapide, du genre supérieur général mort, rentrez à Rome tout de suite, je pense qu'il sera supérieur général. Bon, il arrive, finalement, il rencontre le pape, et le pape lui dit, bon, ça ne va pas se passer comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le pape le reçoit, et donc c'est là où il lui dit que l'Institut est trop concentré, trop français, etc. C'est ce que Benoît reprenait dans son édito de la TNPE, du dernier numéro de la TNPE. Il y a des points qui posent problème. Et au Vatican, on nous dit, mais il faut que vous adaptiez la structure de votre congrégation. C'est très centralisé, il n'y a pas de province. Alors, je ne sais pas si ça rejoint le modèle 2, là, pas de province. Le supérieur général est élu à vie. Une fois qu'on l'a élu, il faut bien discerner, parce qu'après, on ne peut plus en changer. On a fait des élections pour les membres du chapitre général. Là, il n'y avait pas vraiment d'élection, une cooptation. C'est-à-dire qu'à la fin du chapitre général, on élit qui sera membre à vie du chapitre général. Donc on prend les plus sages, les plus anciens, on a un nombre. Et voilà, et donc ceux qui sont élus resteront membres du chapitre général à vie. Parce que c'est les meilleurs. Alors, je crois que derrière, l'idée c'est qu'il faut adopter la structure de l'Église. Il y a le pape qui est élu à vie, et les cardinaux qui le sont à vie. Voilà. C'est un peu ce système-là qu'on veut produire, en disant que, comme on est très fidèle à l'Église, c'est l'expression de la fidélité à l'Église de s'organiser comme la structure de l'Église universelle. Évidemment, c'est en désaccord avec le Code de droit canonique, qui vient de sortir en 1917,
Et le pape Benoît XV dit au Père Bourbon, il faut régler vos constitutions pour qu'elles s'adaptent au droit du canon. Parallèlement à ça, en 1917, on s'aperçoit que la congrégation a beaucoup évolué. Vous voyez la courbe du nombre de religieux, ce qui, je ne sais pas si ça ferait rêver tous les provinciaux ou tous les généraux. On est passé à la mort du père d'Alzon d'une cinquantaine de religieux, et en 1922, on en a plus de 600. Évidemment, on ne gouverne pas à 50 comme à 600. Alors pour les amateurs de statistiques, parfois on trouve d'autres chiffres, parce que ça dépend sur le compte une notice. Et l'ascension est présente dans 17 pays, répartis sur 3 continents. Il n'y a pas de province. Donc on imagine que c'est à la fois très vaste, une communication très compliquée, et en même temps très centrale. Alors on va quand même faire un chapitre général, parce qu'on va obéir à Rome, enfin, à peu près. Donc on va modifier timidement les constitutions. On va dire, pour participer au chapitre général, il faut 10 ans de vœux. Donc c'est déjà une première manière de sélectionner. Mais le supérieur général a toujours les pleins pouvoirs. Il est toujours nommé à vie. Il décide de tout, et on n'a pas créé des provinces, on a fait des régions, avec un rôle d'animation, peut-être un petit peu, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans les vicariats, mais pas de réel pouvoir de gouvernement. Donc, on a obéi à Rome, mais à moitié. Vous savez, c'est une technique, quand vous ne voulez pas obéir à ce qu'on vous demande, vous faites que à moitié. Vous vous dites, si, j'obéis. Oui, mais il manque une partie du travail. Un peu comme cet enfant, sa maman lui dérange ta chambre? Non. C'est un peu l'étude de la société. Et donc, on envoie les nouvelles constitutions à Rome, qui va publier un certain nombre de points à modifier, toujours les mêmes, on va revenir là-dessus. Il faut des provinces, plus de supérieur général à vie, etc. Et Rome demande un nouveau chapitre. Donc, on va se préparer pour un chapitre général où il y aura nos premières élections capitulaires de l'histoire de la congrégation. Donc, on apprend la démocratie. Mais l'apprentissage est un peu laborieux. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs tendances dans la congrégation. Alors, il y a les anciens. La vieille Assomption, comme du temps du père d'Alzon. L'Assomption est française et du sud de la France. C'est là le vrai charisme, l'esprit du père d'Alzon. Donc, c'est plutôt les anciens qui ont connu le patriarcat, qui ont même connu le père d'Alzon. On est méfiant envers la démocratie. Alors ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la génération intermédiaire. Alors, ce n'est pas les plus jeunes. Ils ont 30, 40, 45 ans. Ils ont été formés à Louvain. Parce que, à cause des expulsions, on avait mis nos maisons de théologie en Belgique. Donc là où est l'actuelle communauté de Leuven. Et la maison de théologie était dirigée par un assomptionniste, le père Mathlen, qui avait un parcours un peu atypique, parce qu'il n'était pas issu du monde des Allemands. Il avait été séminariste diocésain, et ensuite il était entré à l'Assomption. Donc il a vu une très bonne formation, parce que à l'époque la formation à l'Assomption était un peu à améliorer, des choses comme ça. Et donc il a une vision un peu plus ouverte de la vie religieuse. Et il demande une structure plus démocratique en accord avec le droit canonique. Mais comme il était un peu progressiste, mais ses idées n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles des anciens, le supérieur général Emmanuel Bailly l'avait envoyé en Angleterre. Il était envoyé en exil en Angleterre. Mais avec tous les anciens de Louvain, donc à cette époque-là, ils ont 30 ans, sont plus en formation, il avait maintenu un réseau de correspondances secrètes. Donc toutes les techniques, parce qu'à l'époque, quand on envoie une lettre, et quand on en reçoit dans sa communauté, le supérieur lit la lettre avant qu'elle parte, et il lit la lettre qui arrive au religieux. Et donc il y a un certain nombre de techniques que je ne vous détaille pas pour passer outre ceci. Et il y a les autres, notamment les religieux en formation. Ceux qui sont je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et donc il va y avoir des élections capitulaires, d'abord par communauté puis par région, qui vont être agitées et contestées. On s'aperçoit que, notamment en France, dans différentes communautés, il y a des formulaires de vœux, de demandes qui circulent.
et que ce soit dans le nord ou dans le sud de la France, on a les mêmes demandes. Bon, évidemment, c'est les anciens élèves de Merklem qui discutent entre eux, et qui s'envoient des suggestions. Donc il y a quand même du lobbying. Voilà, là, les débats n'étaient pas mis. Et donc, les élections ont lieu, mais le Vatican a quand même préféré surveiller ça de plus près. Donc les élections sont présidées par un abbé bénédictin basque, donc Echeverri, qui va surveiller, un basque français, qui va surveiller. Donc il arrive, il fait ce qu'on a fait le premier jour, en faisant la même récapitulant, et voilà, c'était le Iudex Causarum, vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et en fait, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'irrégularités. D'abord parce que, par exemple, dans la maison de formation de Louvain, donc c'est plus du tout le père Merklem, c'est son successeur, on a influencé les jeunes religieux en disant pour qui il fallait voter, pour qui il fallait surtout pas voter, surtout pas pour les méchants religieux, démocratiques, hérétiques, etc. Donc déjà, c'est pas très honnête. Ensuite, bon, il y en a un qui est élu alors qu'il n'aurait jamais dû être élu, et puis il y a une discussion, je ne rentre pas dans les détails, sur le système de vote. En gros, on a essayé de manigancer, d'orienter les élections pour que ce soit les anciens qui soient élus. Et donc il arrive, il se dit, mais il y a un problème. Le chapitre n'est pas composé régulièrement. Donc je vais en référer à ma hiérarchie. Il rentre à la congrégation des religieux et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc après il revient, il dit, mais le chapitre est cassé, parce que ce n'est pas un vrai chapitre. On va transformer le chapitre en commission pour réécrire une nouvelle constitution. Et cette fois-ci, faites-les conformément au droit canonique. Alors on retient sa respiration, que va-t-il se passer? Et là, il faut discerner. Il y a un discernement à faire. Alors, d'après le journal du père Signon Vallée, on a un petit peu ce qui s'est passé dans cette réunion. D'abord, on n'a pas d'acte officiel. La question, faut-il coopérer avant? Alors, Joseph Mauron, je crois qu'il est un peu dépassé par les événements, il s'écrit, mais on touche à la sanction et à son œuvre. C'est l'œuvre du Père d'Alzon qu'on veut détruire. Donc, il faut que le Père d'Alzon soit canonisé. Comme ça, l'Église ne touchera pas à son œuvre et la sanction sera fidèle au Père d'Alzon. Il y en a qui disent, oui, mon Père, mais il faut écrire une biographie pour qu'un religieux soit canonisé. Eh bien oui, je vous charge d'écrire la vie du Père d'Alzon. Vous voyez que c'est des débats qui peuvent être encore actuels. Je crois que ce n'était pas le moment de discuter. Certains, les plus radicaux, créons une nouvelle congrégation. On va quitter l'Ascension, on va recréer la vraie Ascension. Désolé, c'est une féministe pécho. Heureusement, il y a Gervais Quénard, qui est super de la mission d'Orient, qui est un homme sage, qui dit bon, je crois qu'il est quand même plus sage de coopérer et d'obéir à Rome. Que le Père d'Alzon voulait quand même qu'on obéisse à Rome. Et finalement, il va emporter la discussion, l'approbation des autres, et l'Ascension va obéir, et on va accepter de modifier les constitutions pour les rendre conformes à ce que le Vatican demande. Et donc ensuite, Rome va dire, mais comme il n'y a pas de chapitre général, vous ne pouvez pas élire de supérieur général. Donc Rome va consulter, en gérant c'est le Vatican, tous les religieux de la congrégation, les prophètes perpétuels prêtres, en demandant de donner un nom pour savoir qui serait le général. Alors on n'a pas le résultat de cette consultation, ça serait intéressant. En tout cas, c'est Gervais Quénard qui va être nommé supérieur général par nous. Donc, on s'en est bien sorti. Alors, l'interprétation pour aujourd'hui. On voit l'importance d'une dose de démocratie dans la vie religieuse. Tout n'est pas démocratique, une grande dose. Mais ce n'est pas tout à fait une démocratie comme une démocratie. Il y a un risque de s'entêter dans sa propre vision des choses. On disait l'esprit du Père d'Alzon, c'est ça, et d'autres qui étaient arrivés après, avec un autre regard, disaient mais non, c'est beaucoup plus large que ce que vous pensez. Il y a aussi un effet néfaste de l'enfermement. Le fait que le chapitre général se copte de génération en génération, c'était toujours les mêmes, ou des religieux qui avaient toujours les mêmes idées.
Et le père Merkel venait d'un autre univers, pour l'univers diocésain, et il a permis d'oxygéner et d'aérer, d'avoir d'autres idées, de voir les choses différemment. Une question qu'on peut se poser, qui était le plus fidèle au père d'Alzon? Est-ce que c'était les anciens qui voulaient reproduire ce que le père d'Alzon avait fait? Encore, on peut discuter. Ou les modernes, les plus jeunes, qui décident d'obéir à Rome? Alors, je crois que le père d'Alzon avait toujours obéi à Rome. Jamais contre Rome. Là, on était un peu content. Et enfin, il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas non plus laisser traîner indéfiniment. Voilà. Nos constitutions ont été acceptées qu'en 1923, on était fondé en 1845, on a quand même pris notre temps. Alors heureusement, et je termine là-dessus, pour tenir les horaires, l'Assomption s'est rattrapée en 1981. Il faut terminer sur une note positive. Pour l'écriture de la règle de vie, il y a une première version au chapitre de 69, qui prolonge le chapitre général, qui était prolongé à l'experimentum en 1975. Ensuite, pendant 5 ans et plus, il y a eu toute une série de travaux sur l'esprit de l'Ascension. Il y a les fiches d'Alzon qui ont été sorties, et les oblates ont aussi collaboré. Donc on a mis l'Ascension en situation de recherche sur le charisme. Ensuite, on a consulté les communautés. Il y a une synthèse qui a été faite au Conseil de congrégation, qui a renvoyé au chapitre provinciaux la synthèse, qui eux-mêmes se sont prononcés. Il y a eu le chapitre général, et ensuite, le Vatican a approuvé les constitutions avec quelques petites modifications. Donc, ouf, on avait retenu la leçon, et là, enfin, c'était un vrai processus synodal. Voilà, je vais m'arrêter là.